Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Nous avons reçu il y a quelques mois Frédéric Wieniawski, le médiateur du crédit à la Banque de France. Aujourd'hui, nous allons plus loin avec un focus sur une profession toujours aussi méconnue. Nous recevons dans les Afters de la Transformation Christophe Basse, mandataire judiciaire et président d'honneur du CNA-JMJ, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Bonjour Christophe. Bonjour Fanny. Quel est le rôle exact des administrateurs judiciaires ? Alors cette profession, effectivement, qui est unique en Europe, c'est 500 professionnels, administrateurs et mandataires judiciaires, et qui traitent, et qui ont le monopole du traitement des redressements, des sauvegardes, des liquidations judiciaires. C'est une profession qui a une quarantaine d'années, qui a été créée pour ce faire et qui est exclusivement dédiée au traitement des entreprises en difficulté. Est-ce qu'il y a une différence entre un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire ? Oui, c'est voulu ainsi par Badinter depuis 1985. L'administrateur va être le professionnel auxiliaire de justice qui accompagne le chef d'entreprise tout au long de la procédure et de la période dite d'observation. Le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers. Donc il va avoir ce rôle de représenter les créanciers avec parfois une opinion, une vue qui va peut-être différer de celle du chef d'entreprise. Donc c'est très important d'avoir les deux positions quand on traite des entreprises en difficulté. Lorsqu'une entreprise est en cessation de paiement et se retrouve en liquidation judiciaire, quelles sont les premières actions mises en place par le mandataire ? Alors, en liquidation judiciaire, le mot est peut-être pas très joli, mais il veut dire qu'il faut rendre liquide. C'est-à-dire que les premiers mots d'un liquidateur judiciaire en liquidation judiciaire, il va rendre liquide, c'est-à-dire qu'il va vendre les actifs pour régler les créanciers. Mais il a aussi cette tâche difficile de licencier les salariés, de faire garantir leurs créances de salaire et de les aider à retrouver un emploi. Quelle est la hiérarchie des paiements ? Comment ça se passe ? Alors la hiérarchie des paiements, c'est d'abord les frais qui sont liés à la procédure, et puis les salariés qui arrivent évidemment ensuite et qui sont garantis de la totalité des sommes qui leur sont dues. L'État arrive juste après pour simplifier, et puis le reste des créanciers, donc l'ensemble des fournisseurs qui sont payés en dernier. Quand un mandataire reprend la main pour couvrir les dettes d'une société, comment est-il perçu au sein de l'entreprise, des salariés, des fournisseurs ? Alors, encore une fois, tout cela va dépendre des procédures. Mais l'auxiliaire de justice, administrateur ou mandataire judiciaire, intervient pour d'abord donner un premier diagnostic de l'entreprise. Il doit, et ça c'est notre première mission, rassurer aussi bien le chef d'entreprise, les salariés que constitue l'entreprise, mais aussi tout l'écosystème autour de la société. Donc la première chose, c'est de rassurer les salariés pour dire qu'ils seront garantis. La deuxième chose, c'est accompagner le chef d'entreprise pour dire qu'on a une palette de solutions, une boîte à outils qui va lui permettre de rebondir, et essayer, et c'est le plus difficile aussi, l'écosystème, les fournisseurs, les clients, pour qu'ils conservent leur confiance auprès de l'entreprise pour trouver les meilleures solutions. D'après une étude du cabinet Altares, Le Figaro, dans un article datant d'octobre 2022, parle d'une très forte remontée des défaillances d'entreprises depuis cet été. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, peut-être, si vous le voulez bien, quelques chiffres. Allons-y. Une année normale, c'est environ 50 000 procédures collectives par an. On appelle ça aussi faillite, mais le vrai terme juridique, c'est procédures collectives, des redressements, des sauvegardes, des liquidations. Bien. Crise de 2008-2009, on monte jusqu'à 64 000 procédures collectives par an, environ 350 000 salariés concernés. La Covid arrive donc 2020. 2020, il y a tous les prêts, les PGE, les aides d'État. Elles sont extrêmement nombreuses. Je sais que le médiateur national du crédit en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et là, 27 000 procédures collectives, quand bien même, les prophètes de l'Apocalypse nous disaient qu'il y allait avoir un mur de faillite. Nous étions persuadés du contraire et nous avions raison. 27 000 procédures collectives en 2020, 33 000 procédures collectives en 2021. On n'a jamais eu aussi peu de procédures collectives compte tenu des aides d'État. Oui, ça augmente. C'est vrai, ça augmente. Probablement 40 000 procédures collectives en 2022 et un petit peu plus en 2023. Donc on a cette augmentation qui est là, mais qui fait suite à une baisse considérable. Il n'y a jamais eu aussi peu de procédures depuis 40 ans en France. Donc on a une accélération, ça augmente, et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur pour deux choses. D'abord, parce que nous avons des outils. Et notamment, on parle beaucoup aujourd'hui, comment je vais faire pour rembourser mon PGE, j'ai eu cette période de différé, maintenant il faut rembourser. Nous avons des solutions, le gouvernement est venu à notre aide pour permettre de décaler les PGE, notamment en matière de prévention jusqu'à 10 ans. Donc on peut trouver des solutions pour les décaler, on peut décaler les charges sociales et fiscales. On a beaucoup d'outils, nous administrateurs et mandataires judiciaires, pour trouver des solutions. Et puis, j'ai envie de rapprocher ce chiffre-là avec la création d'entreprise. En 2021, plus 17% de création d'entreprise, 1 million
d'entreprises ont été créées. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un taux de défaillance qui est entre 1 et 2%, et on a un stock d'entreprises en France qui est toujours un peu plus important chaque année. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces quelques chiffres qui sont annoncés. Ils sont très exagérés, j'en suis absolument convaincu, et encore une fois, ils sont dans une proportion tout à fait classique par rapport au nombre de procédures collectives, et si jamais ça s'accélère, on a les solutions. Donc les défaillances, il y en a quand même quelques-unes. Et quelles sont les entreprises qui sont touchées? Les entreprises majoritairement, c'est des petites entreprises? Oui, un petit peu à l'image des PGE qui ont été accordés pour les 850 000 entreprises, 90% des PGE, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. 90% des procédures collectives sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc on a des toutes petites entreprises qui rencontrent la première difficulté, remboursement de PGE évidemment, et puis hausse du coût de l'énergie, hausse du coût des matières premières, et dans certains secteurs, hôtellerie-restauration, une vraie difficulté à l'embauche. Voilà, ça c'est vraiment les premières difficultés que nous rencontrons, avec, si vous me le permettez, un deuxième type de secteur, tout le secteur du retail, qu'on appelle le retail, le commerce de proximité, qui rencontre aujourd'hui une concurrence féroce liée au e-commerce, avec des charges qui restent toujours relativement constantes, notamment le coût du montant des loyers, et sont des entreprises aujourd'hui que nous devons aider pour restructurer leur activité, restructurer leurs dettes. Y a-t-il une corrélation avec la situation inflationnaire actuelle, le prix de l'énergie qui augmente, avec justement le nombre de défaillances? Oui, on voit un impact direct, évidemment tout ce qui est industriel, toutes les industries qui voient leur coût de l'énergie exploser, qui ont dû effectivement fermer parfois quelques jours pour limiter le coût de la production. On sait, et les annonces du gouvernement ont été faites, que les particuliers qui étaient aidés maintenant, ce sont les entreprises qui seront aidées dans une certaine mesure sur ces augmentations du coût de l'énergie. Il faut le faire, c'est une bonne mesure, parce qu'effectivement, ces entreprises, notamment industrielles, dans tout un tas de secteurs, vont considérablement souffrir de l'augmentation du coût de l'énergie. Nous échangeons depuis le début sur comment ça se déroule en France. Pour les autres pays européens, c'est différent? En France, il y a ce souci premier depuis toujours qui est le rebond, la seconde chance pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en France, un entrepreneur qui rencontre des difficultés, le texte, la loi, et nous, administrateurs et mandataires judiciaires, nous sommes là pour l'aider à rebondir, à trouver une solution, parce qu'on pense qu'il a créé de la valeur, qu'il y a autour de lui un écosystème qui a de la valeur, et si jamais il n'arrive pas à sortir son entreprise, il recréera de la valeur, donc il faut l'aider à rebondir. Dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ce sont les créanciers qui prennent la main. L'entreprise fait défaut de paiement. En France, on aide le dirigeant à rebondir, on demande la suspension des dettes. Dans les autres pays, les créanciers prennent la main et généralement revendent l'entreprise. Donc c'est tout à fait différent. En France, rebond de l'entreprise, préservation de l'emploi, ce sont les deux mamelles les plus importantes dans le droit des entreprises en difficulté. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne. Mais lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, le chef d'entreprise peut remonter une société après? Absolument. Absolument, et merci d'avoir posé cette question parce que c'est souvent méconnu. En liquidation judiciaire, oui, l'aventure s'arrête, un projet personnel s'arrête, des licenciements vont avoir lieu, mais le chef d'entreprise, immédiatement, n'a aucune interdiction, aucune incapacité, il doit recréer de la valeur. Ça veut dire que ses dettes vont être bloquées par la liquidation judiciaire, vont être quelque part annulées par l'effet de la liquidation judiciaire pour permettre à un dirigeant de rebondir, de réembaucher, de recréer de la valeur. Ça, c'est la liquidation judiciaire. Dernier point, auriez-vous des conseils à donner aux chefs d'entreprise, aux dirigeants qui nous écoutent? Oui, et je sais qu'il est souvent donné par vos interlocuteurs, et donc vraiment j'ai plaisir à le redire, c'est anticipation, c'est anticiper. Il y a des procédures qui existent, que les administrateurs et mandataires judiciaires traitent tous les jours, qui sont des procédures de prévention. La prévention, qu'on appelle sous des mots barbares comme conciliation ou mandat ad hoc, ce sont des procédures préventives, totalement confidentielles, où nous recevons tout type de chefs d'entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs, qui nous font part de leurs difficultés et nous traitons de manière confidentielle des moratoires, des différés, des renégociations de dettes, des conflits d'actionnaires. 80% des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, qui viennent nous voir en anticipant dans une procédure de prévention, 80% trouvent une issue pérenne à leur entreprise. Donc, il faut anticiper. Et comment justement font ces chefs d'entreprise pour vous contacter ? Alors, ils nous trouvent très facilement par un site qui est cnajmj.fr, le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Il y a également des listes qui sont déposées dans tous les tribunaux, qu'ils soient judiciaires ou de commerce, où on peut contacter un administrateur et un mandataire judiciaire. Donc, c'est vraiment très facile. Quel est justement le rôle du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ?
Le rôle, c'est d'abord de vous répondre aujourd'hui, voilà, de représenter la profession. Évidemment, c'est un rôle qui s'attache aussi à faire évoluer les textes. On a beaucoup travaillé sur des textes d'urgence pendant la période de la Covid. Donc on travaille avec le gouvernement pour améliorer donc, le sort des procédures. Et puis, comme tout rôle institutionnel de profession réglementée, nous avons également un rôle de surveillance et parfois aller amener des confrères ou des tiers devant des juridictions spécialisées si jamais ils font défaut. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Christophe Basse ? Donc, j'espère avoir été le plus complet possible et vraiment, s'il y a encore une fois un dernier mot, c'est de ne pas attendre avant de rencontrer un administrateur en matière judiciaire. La rencontre est totalement gratuite, il ne faut pas d'inquiétude là-dessus. Pousser notre porte un peu trop tard, c'est nous empêcher de beaucoup de solutions et de portes de sortie pour l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation que je fais à tous. Merci beaucoup Christophe Basse d'avoir partagé votre expertise avec les auditeurs des Acteurs de la Transformation. Merci Fanny Bourdin. Je rappelle que vous êtes mandataire judiciaire et président d'honneur du Conseil national des administrateurs judiciaires. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Adéquancy afin de retrouver l'entretien précédemment enregistré avec Frédéric Wisniewski, le mandataire du Crédit à la Banque de France. Bonne journée à tous. Les Acteurs de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.